Donc, comme disaient les collègues du cabinet Secafi, là, qui sont venus nous voir hier là, pour les expertises, ils ont dit c'est pas payé cher la signature, hein, 0,1%. Donc, personne n'a signé. Donc, ben, on a été puni. On a 0,8% au niveau de la branche, comme vous avez vu sur vos feuilles de paie. Et la branche avait dit minima pour la masse salariale pour les NR, 0,7%. Donc ça, c'est le minima de branche, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises dans la branche qui ne peuvent pas aller en dessous. Et nous, à EDF, ils proposaient 1,2%. S'il y avait des signataires, s'il n'y a pas de signataires, 1,1%. Donc ben là aussi, c'est pas payé cher la signature. Personne n'a signé. Donc c'est 1,1% de masse salariale pour les avancements. Donc je ne vous dis pas comment, quand on a rencontré tous les chefs de département, comment ça a été tendu. Et il y a des collègues qui aujourd'hui partent en retraite, alors que l'an dernier, le chef nous avait dit oui, on verra cette année. C'est rien, quoi. Donc là, il y a des gens qui sont malhonnêtes, il faut dire le mot, à qui on peut plus faire confiance. Et Caron, c'est la même chose. Quand il rencontre le cabinet Secafi, il leur fixe une réunion. Le matin, il y a un coup de fil de Gaudubois qui leur dit c'est pas la peine de venir à la réunion. Et il fait écrire par la suite dans le courrier qu'on lui a envoyé que le cabinet Secafi ne s'est pas déplacé pour la réunion. Alors que Gaudubois leur dit de ne pas venir. Mais c'est ce qu'ils nous ont dit hier, le cabinet. Hein. Donc, il faut voir qu'on a affaire à des patrons voyous aujourd'hui. Hein. Faut dire les mots. Donc voilà, bon, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, ben, on peut avec Patrick essayer d'y répondre, ou sur la DSP. Sinon, ben, on va passer la parole à Jackie qui, lui, nous fera le point ben, sur toute l'actualité et ce que j'ai dit au début. Quoi. Bon, vous avez peut-être des questions par rapport au temps de travail ou des... Pitou voudra nous parler peut-être après de ce qu'il fait là, avec son association Cogmer, mais on le fera après... Ou tu veux intervenir maintenant, rapidement comme tu veux, Pitou. Après. Bon. Écoute, à toi, alors, oui, vas-y. La filialisation, ça cache quoi? Alors la filialisation, je vais aller avec Thierry Ferrier, qui est notre RS au CCE. Là. Je ne l'ai pas amené là, mais il y a un dossier sur les orientations stratégiques 2012-2015 sur l'informatique. Et dans ce dossier, il y a marqué qu'il faut faire 20% d'économie sur IT. Alors qu'on a déjà fait 6% l'an dernier. Il y a eu quand même 120 collègues de 120 départs nets, sans compter la direction commerce. On avait eu tous les départs à commerce en 2011. Et l'an dernier, il y a eu 18 embauches, avec des embauches qui se sont faites entre Noël et le 1er de l'an, pour gagner un an de masse salariale. Il y a une embauche le 31 décembre. Donc, ça montre le sérieux quand même des RH chez nous. Quoi, hein. On fait 18 embauches, il y en a eu 14 dans le mois de décembre et 4 au mois de novembre. Donc la question c'était par rapport à la filiale. Ben, la filiale, c'est dans le dossier là, qui va être présenté au CCE. Donc pour pouvoir travailler avec ERDF, avec la filiale ERDF, et on a 160 millions d'euros de prestations avec eux. Donc nous, on prendrait leur exploitation. Les collègues de l'OI à Lyon, là, c'est 50 agents et 350 prestataires qui exploitent toute l'informatique de ERDF. Ils reviendraient chez nous, donc on serait opérateur, c'est-à-dire exploitant pour toutes les filiales, et nous on redonnerait les collègues de SIDS. Il y aurait la moitié du département SIDS qui partirait à RDF. Il n'est pas là, Daniel, non Daniel Bruel, il fait partie du département là. Ah ben non, il n'est pas là parce qu'en fait, jeudi, donc le 7, c'est la réunion du CCE, donc Thierry Ferrier m'a demandé de venir. Et ce matin, ils avaient une bilatérale. Souvent, quand il y a des dossiers comme ça importants, ils rencontrent les fédérations en bilatérale. Donc Thierry y a été avec Daniel Bruel parce qu'il fait partie du département. Je lui ai dit, ben, je ne vais pas venir parce qu'il y a l'AG. Et du coup, bon, donc il vient, il se fait accompagner de quelqu'un de la direction qui connaît bien le dossier. Donc ça va passer. Enfin. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas pour avis. Hein. Le dossier passe pas pour... oui, d'accord. Le dossier passe pour information, c'est-à-dire que le dossier ne peut pas entraîner la création de la filiale en l'état. Il a dit le contraire. Il dit que nous avions déjà décalé la première fois le dossier qui devait passer pour avis, et que maintenant c'est pour information, et que je vous expliquerai un peu avec notamment GDF, et puis à mon avis les problèmes que, quoi qu'il arrive, ça pose dans leur architecture. Donc voilà. Oui, donc le problème de cette filiale, c'est qu'elle va être au statut du Syntec. Alors pour l'instant, ils nous disent qu'il n'y aura que 2 embauches, et c'est pour pas être attaquable par la concurrence. Donc il y aura 6 personnes dans la filiale, 4 à Madoué et 2 embauches qui seront au Syntec.
Bon, les Amadouais, ils gardent le statut. Amadouais, c'est mis à disposition des filiales. Donc, effectivement, quand on voit ce qui se passe à GDF Suez, ben, une fois qu'elle est créée, la filiale, on peut transférer tout un tas d'activités dedans. Donc voilà, écoute, Jackie, jusqu'à midi. Si oui, oui, bah, je vais parler. On peut laisser après cette voilà. Non, non, c'est Bah, écoutez, d'abord, je voudrais remercier Christian et son équipe de m'avoir invité. C'est pas la première fois que je viens ici et c'est toujours avec plaisir. Je ne suis pas souvent porteur d'excellentes nouvelles. J'essaierai de les présenter de la façon la plus positive qui soit, mais je ne peux pas transformer quelque chose qui est négatif en quelque chose de positif. Alors, je voudrais, parce qu'on pourrait vous parler de il se passe plein de choses dans le monde de l'énergie et plein de choses sur le terrain social des IEG. Donc je vous propose de traiter rapidement les questions de structure, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se discuter sur notre architecture énergétique. Et puis après, vous parler des questions sociales, notamment la filialisation d'informatique à GDF Suez, puisque j'ai appelé ce matin encore pour savoir, le premier plan social et l'évolution de la branche, comment ça marche, et ainsi de suite. Donc, et puis le plan de travail, bien entendu, où il y a sans doute des choses qui vont se préparer dans un délai assez bref. Alors sur les questions structurelles, ces questions structurelles, c'est la façon dont nos entreprises fonctionnent dans le cadre d'un marché de la concurrence, dont on voit bien qu'il ne sert à rien, hein, puisque je rappelle qu'on avait ouvert la concurrence pour faire baisser les prix. Et aujourd'hui, on est obligé d'augmenter les tarifs d'EDF pour que les concurrents puissent nous concurrencer. C'est la loi NOM. Et c'est encore pire, on est obligé de partager nos centrales nucléaires avec eux pour qu'ils puissent nous concurrencer, parce que ces idiots n'y arrivent pas tout seuls. Bon. Alors, c'est donc une situation que maintenant tout le monde s'accorde à reconnaître absurde. Maintenant qu'on voit des députés de droite, y compris, évidemment, ceux du Conseil supérieur de l'énergie dont je suis membre, je vois toutes sortes de partis politiques, et je dois dire, à part les écologistes qui sont, eux, dès lors que c'est EDF, ils voient rouge, donc tout ce qui peut casser EDF, enfin ils voient vert plutôt, mais sinon tout le monde s'accorde à dire que franchement ça mène à l'impasse, tout ça. Bon. Néanmoins, les directives européennes, elles sont là, on ne peut pas s'en sortir en l'état. Et donc, ils essayent de faire de la façon la plus intelligente qui soit, mais parfois, l'intelligence, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la table comme grand sujet? On a d'abord un débat sur la transition énergétique. Hein, c'est le débat, alors je suis membre de la délégation confédérale, sur cette transition énergétique. J'ai été à la conférence environnementale où le président de la République a prononcé son discours, le Premier ministre a prononcé son discours. Alors, c'est quoi la conférence? C'est quoi la transition énergétique? En réalité, on ne sait pas très bien ce que c'est. Le gouvernement a dit, c'est les engagements du président de la République à leur candidat, 50% nucléaire à l'horizon 2025 et fermeture de Fessenheim. Fermeture de Fessenheim, pourquoi? Parce qu'elle est dangereuse. Elle est vieille. Parce qu'elle est en zone sismique. Et là, vous avez peut-être vu dans Le Monde, il y a une semaine, on a fait un papier là-dessus, les écolos allemands avaient attaqué la centrale, et le gouvernement, devant le juge, et le gouvernement devait répondre. Et qu'est-ce que le gouvernement répond? Le gouvernement, il répond, non, il n'y a pas de risque sismique, et non, il n'y a pas de risque pour la sûreté. Ce qui fait que le ministre est obligé de dire maintenant, c'est une décision politique. C'est nouveau, hein, parce qu'avant, on disait, elle est vieille, donc c'est normal de la fermer. Et maintenant, ils sont obligés, puisqu'il y a eu un procès, parce que sinon, il faut l'arrêter tout de suite. C'était là leur problème. Les écolos, d'ailleurs, disaient, il faut l'arrêter tout de suite, puisqu'elle est vieille. Et le gouvernement disait, elle est vieille, mais pas tout à fait vieille, il faut quand même faire des travaux, mais je l'arrête en 2016. Pourquoi en 2016? Parce que le gouvernement avait dit que dans la mandature, il faudrait l'arrêter. Alors voilà la situation dans laquelle on est. Donc, vous voyez déjà, la transition énergétique, c'est quoi? C'est une transition, ça va d'un système à un autre. Donc, normalement, la vraie transition, ça serait d'avoir une économie qui passe à du CO2 à une économie avec moins de CO2, puisqu'on considère tous, et maintenant il n'y a plus grand monde qui le conteste, qu'il y a quand même un vrai problème d'émissions de gaz à effet de serre et que ça aura des incidences, selon les gens, plus ou moins rapides, mais enfin des incidences lourdes pour la planète. Bon. Et nous, on a l'électricité qui produit le moins de CO2 en Europe, et nous, on serait obligé de fermer les centrales nucléaires pour mettre à côté des centrales au gaz,
qui, elles, émettent du CO2, même si elles émettent moins de CO2 que les centrales au charbon. Et en même temps, les Allemands arrêtent des centrales, mais font mettre des centrales nucléaires, mais mettent des centrales aux lignites. Ou pire, importent du charbon américain, dont le prix s'est cassé la figure, depuis le gaz de schiste. Parce que quand le gaz de schiste est arrivé massivement aux États-Unis, le prix du gaz a baissé, mais tout le monde a utilisé des centrales au gaz, donc ils ont fermé, ou ils ont arrêté de faire fonctionner leurs centrales au charbon. Résultat, le charbon, il s'est retrouvé en Europe. Et donc, bah oui, c'est pour ça aussi qu'on s'est planté sur Constellation, sur le nucléaire. Hein. Notre projet de Constellation, sur lequel moi j'avais eu toujours des réserves lorsque j'étais administrateur EDF, il n'a pas marché parce que tout simplement, au moment où on a fait Constellation, il n'y avait pas le gaz de schiste. Et quand le gaz de schiste est arrivé, il a fait que la centrale nucléaire n'était plus rentable. Hein? Constellation, c'était un projet de partenariat pour faire un EPR aux États-Unis. Alors l'idée de faire un EPR aux États-Unis n'était pas idiote, parce que pour développer le marché américain, c'est là où il y a le plus de centrales nucléaires dans le monde. Donc c'était pas complètement absurde. Mais la façon dont c'était était pour nous problématique, pour moi problématique, puis en tout cas le résultat c'est ça. Donc le gaz de schiste a flingué le nucléaire aux États-Unis, a fait baisser le prix du charbon, et le charbon se retrouve en Europe, et massivement à des prix tout à fait compétitifs, et les Allemands donc utilisent le charbon américain maintenant pour remplacer les centrales nucléaires qui ferment. Voilà, donc voilà le paysage. Donc c'est pour ça que je vous dis, la transition énergétique, je ne sais pas ce que c'est. On parle de transition, mais le fait de dire il faut 50% de nucléaire ou 30% de renouvelable, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est j'ai des besoins, et puis en face, je mets des moyens de production. Mais 50%, 60%, je veux dire, avec 50% de nucléaire, je peux fermer, comme c'est dans le projet PS Vert, 24 centrales, et je peux aussi ne fermer aucune centrale. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a 6 millions d'habitants de plus en 2025. 6 millions. En Allemagne, ça baisse la population. La France et l'Allemagne, ça se croisera en 2050. Hein, il y a 80 millions d'habitants en Allemagne, 65 en France, ça se croise. Donc nous, on a 6 millions d'habitants en plus. On a de l'électricité effectivement spécifique, c'est-à-dire les portables, les machins, les data centers. Data center, c'est 10% de la consommation d'électricité en Europe en 2020. 10%. Les data centers, vous qui êtes informaticien. 10%. 10%. Ça croît de façon exponentielle. Les clouds, les machins, tout ça. Bon. Donc, on a l'électricité spécifique. On a 2 millions de véhicules électriques, même si ça démarre mal, mais en 2020, même si c'est en 2025, il faudra bien de la consommation. Donc, vous mettez tout ça bout à bout. Vous vous dites que si je ferme 24 centrales nucléaires, il y aura un blême quelque part. Bon, donc en fait, on peut avoir 50% en laissant toutes les centrales, et dans ce cas, ça veut dire qu'on les prolonge. Mais si on les prolonge, il faut, pourquoi pas Fessenheim. Ou alors, mais si je ferme, je ferme la lumière, parce qu'il y a un moment où les choses ne se passeront pas. Parce qu'en plus, si je fais beaucoup d'énergie renouvelable, il me faut des réseaux. Alors, je vous donne l'exemple allemand. Les Allemands ont massivement investi dans le renouvelable, solaire, éolien. Aujourd'hui, il faut faire 4500 km de lignes très haute tension pour acheminer l'électricité qui est produite dans le nord de l'Allemagne sur les éoliennes pour le sud de l'Allemagne où il y a plutôt les zones de consommation. L'année dernière, ils en ont fait 100 km. Bon, il en faut 4500. Moyennant quoi? Deux conséquences. Première conséquence, 25% de l'énergie éolienne produite en haut est perdue. C'est une nouvelle énergie fatale. Elle est perdue. Elle est produite, elle est perdue. Deuxième élément, quand ça s'évacue, qu'il y a une forte zone de vent, ça va vers les pays à côté. Bon, parce que c'est une plaque de cuivre, l'électricité. Donc ça va vers la France, éventuellement, mais ça va surtout la Tchéquie et la Pologne, qui sont obligés de faire des investissements pour accueillir, sinon le réseau, il risque de péter. Moyennant quoi, les Tchèques ont dit, bah, si c'est ça, moi je bloque, je fais une frontière, hein, je découple en fait mon réseau du réseau allemand si ça arrive massivement parce qu'ils sont obligés de faire des investissements lourds. Donc la question, mais c'est qui doit payer les investissements pour tenir compte de la politique énergétique du pays d'à côté? Donc vous voyez, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et puis les réseaux, c'est vachement important. Moi je pose la question souvent aux écologistes en disant, vous êtes contre la ligne THT, donc la ligne très haute tension, entre Flamanville et le sud de la Manche pour coupler, pour arriver jusqu'à la Bretagne, et puis pour coupler, bon, dont acte. Ça serait de l'éolien offshore, est-ce que vous seriez contre? Parce que s'ils sont contre, c'est pas la peine de faire 10 milliards d'investissements d'éolien offshore, parce que de toute façon, il faudra bien évacuer la ligne d'électricité.
Donc ça, c'est des questions qui sont posées. Alors le premier groupe sur le mix, il se réunit le 14 février. Donc, pour la Saint-Valentin, c'est formidable. Mais on va avoir ces questions qui sont posées, qui sont des questions qui ne sont pas idéologiques. C'est-à-dire, bon, bah, vous voulez de l'électricité, éventuellement vous changez. Combien de kilomètres de réseau? Est-ce que vous êtes prêt à laisser passer les lignes, y compris les lignes très haute tension? Mais si vous n'êtes pas prêt à passer les lignes, c'est pas la peine de faire des investissements. Et dans ce cas-là, si vous voulez pas ça, et là, comment on fait pour coupler les deux? Parce que les mêmes, moi l'autre fois j'étais dans une réunion où il y avait des députés verts. Bon, d'ailleurs c'est toujours drôle, un député vert. Et le mec qui passait son temps devant son portable, lequel consomme de l'électricité massivement. Bon, alors moi il me fait sourire, hein, donc moi je veux bien. Bon, le mec il pédale pas pour le portable, hein, donc si vous voulez, tout ça c'est quand même, il y a un moment il faut quand même voir les choses en face. C'est-à-dire que nous on est à Force ouvrière sur ce terrain-là. Moi je suis fondamentalement pragmatique, c'est-à-dire les investissements, on a des centrales, il faut que la sûreté soit infaillible. Alors elle n'est jamais totalement infaillible, mais il faut mettre tous les pare-feux nécessaires qui permettent d'eux. Sachant qu'en France, contrairement au Japon par exemple, on a une autorité de sûreté indépendante qui a les pouvoirs que n'avait pas l'autorité japonaise et qui exerce d'ailleurs ce pouvoir, d'ailleurs y compris sur le temps de travail où il y a souvent des problèmes de dépassement d'horaire sur lesquels ils pointent dans les centrales nucléaires. Hein, donc ils sont tout à fait vigilants et donc à partir de ce moment-là, si la sûreté est garantie, il n'y a aucune raison de fermer. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé, alors la CGT avait lancé, mais on en avait discuté ensemble, mais ils ont tiré un peu plus vite, qu'on a décidé d'attaquer la nomination de délégué interministériel à la fermeture de Fessenheim devant le Conseil d'État. C'est quoi? On a nommé un monsieur fermeture. Mais nous on dit, mais écoutez, pour le moment il n'y a aucune décision qui ferme. Il y a une décision politique d'annonce, mais il n'y a aucune décision. Pour qu'on ferme une centrale, il faut soit que l'autorité de sûreté dise elle est dangereuse, soit qu'EDF dise je la ferme pour des raisons économiques, soit qu'il y ait une loi qui dise qu'on la ferme, et encore, je ne suis pas sûr que la loi soit constitutionnelle, parce qu'il faudra une indemnisation, et alors l'indemnisation, elle sera fondée comment? Parce que la SN vient de dire, elle peut fonctionner 10 ans. Donc est-ce que c'est sur les 10 ans? Sachant que Fessenheim, c'est 15% d'intérêt étranger là-dedans. Hein. Donc est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 20 ans parce que les autres centrales peuvent aller jusqu'à 60? Mais dans ce cas-là, ça va faire des milliards. Alors si j'en arrête 24 après, je ne vous le dis pas. Hein. Donc vous voyez le débat, c'est des débats qui sont objectivement concrets. Hein. C'est pas je veux ci, je veux ça, c'est quand même des choses qui sont précises. Alors nous on a décidé d'attaquer. Alors depuis la CFE-CGC, c'est rallié à notre panache blanc, et depuis hier, même la CFDT y est. Voilà, parce que la CFDT, elle ne savait plus où elle était, comme souvent, et elle a décidé que, alors que dans la commission énergétique où je suis, elle dit c'est bien 50% de nucléaire, machin, voilà, là, elle attaque la nomination du délégué fermeture de Fessenheim, ce qui fait vraiment très sourire, vraiment, hein, c'est parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Mais voilà, donc on est dans ce paysage-là, donc transition, je ne sais pas ce que c'est, on va voir. 50%, je vous dis, ça peut être je ferme 24 centrales ou je les laisse toutes, parce que c'est répondre aux besoins. Les ENR, je veux bien les ENR, j'ai absolument rien contre les ENR, mais il faut quand même savoir combien ça coûte, les réseaux, et ainsi de suite. Je vous signale qu'aujourd'hui, les deux dernières augmentations d'EDF, c'était simplement pour rembourser à EDF le surcoût des énergies renouvelables. Ça n'a rien rapporté à la maison. Donc ça n'a rien rapporté pour faire fonctionner les centrales. Aujourd'hui, c'est 13 € par mégawattheure, le prix que les Français payent pour le surcoût des ENR. En Allemagne, c'est 50. Bon, donc la question est de savoir si on est prêt à multiplier, voilà, ce prix, c'est ça. Vous savez, quand je dis je suis pragmatique, on met les chiffres sur la table, puis on dit voilà, ça implique ça, il faut je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de réseau, est-ce que vous êtes prêt à laisser passer les lignes? Et ça va vous coûter 3 fois plus cher. Est-ce que vous êtes d'accord? Si les gens sont d'accord, c'est la démocratie qui l'emporte. Hein, mais en France, les gens, quand vous leur demandez est-ce que vous êtes pour les ENR, ils disent oui. Est-ce que vous êtes prêts à payer plus cher pour les ENR? Ils disent non. Bon, les Allemands sont cohérents. Pour le moment, ils disent oui. Mais là, ils commencent à trouver que ça fait cher. Mais ils commencent à un peu machiner. Mais enfin, ils sont à 50 € le mégawattheure. Et nous, on est à 13. Et il y a 2 ans, on était à 6. Donc, et on continue à faire du photovoltaïque partout. Alors, j'ai rien contre le photovoltaïque. C'est
c'est cette mécanique qui veut que je fais un investissement, je le vends à EDF, et puis à un prix 3 fois plus, 4 fois, 5 fois plus élevé, puis après je rachète. Bon, c'est chez nous qu'on rachète. Voilà. Il y a, je ne sais pas combien de prestataires bon, aux obligations d'achat là-bas à Lyon. Bah, ça durera aussi longtemps que ça pourra durer, mais bon, on se rend bien compte que tout a ses limites. Hein. Bon, voilà. Tu veux, mis à part le coup, il faudrait que les éoliennes, il y en ait partout en France pour que ça soit... Ah bah ça, alors je vous signale que la proposition de loi Brottes sur la tarification progressive, sur laquelle on est contre, mais je pourrais vous en parler, vient de décider de supprimer toutes les limitations à l'implantation des éoliennes. Jusqu'à présent, il y avait des schémas de développement éolien, c'est-à-dire qu'il y avait des régions qui étaient calculées comme étant vantées, dans lesquelles on pouvait implanter des éoliennes. Et en plus, il y avait une règle qui voulait qu'on ne pouvait pas faire moins de 5 mâts. C'est-à-dire que c'était des fermes éoliennes, donc il y avait une région, on mettait une ferme éolienne avec 500 mètres des habitations, ainsi de suite. Le dernier texte fait sauter et la règle des 5 mâts et les zones de développement éolien. Ce coup-ci, on peut en mettre partout, n'importe où. N'importe où. Plus de 5 mâts, donc ça veut dire qu'un petit peut s'installer n'importe qui pour faire une éolienne. Parce que les 5 mâts, ça avait un avantage, c'est que ça représente un minimum d'investissement, donc ça écrème un peu, ça évite que n'importe qui vienne s'installer. Et surtout, les zones de développement éolien avaient au moins un avantage, c'est qu'il y avait un débat public sur où est-ce qu'on met les zones, bon, et puis après, on pouvait le faire dans les zones, mais qui étaient délimitées objectivement, avec des Météo France, machin, tout ça, c'était bon, parce que, bon, tandis que là, c'est complètement annulé, là. Alors, je ne sais pas si ça va donner. Moi, j'attends de voir avec intérêt. Je signale qu'il y a des associations écologistes qui s'appellent Vent de Colère qui sont tout à fait contre les éoliennes. Hein. Il n'y a pas que des écologistes pour. Et d'ailleurs, je dis souvent dans les trucs sur la transition que je soutiens l'association écologiste Vent de Colère. Donc ça me permet de dire que voilà, on peut être aussi écologiste. Bon, donc oui. Il y a un élément technique qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que d'un point de vue moyen, la puissance fournie, c'est environ, selon les personnes, ça varie, enfin 35% du nominal. Moins. Souvent, c'est donc, plutôt 25. Ce qui veut dire que, bon, on annonce, par exemple, les puissances nominales d'éoliennes, par exemple, de l'ordre de 5 MW, maxi, 5-6, actuellement, mais il faut calculer en moyenne, par exemple, sur une année, qu'est-ce qu'une éolienne produira, et ça fait donc un pourcentage qui est assez ridicule. Quoi. Oui. Alors, le problème, c'est effectivement la puissance nominale, puis le problème surtout, c'est que dans la mesure où, pour le moment, il n'y a pas de stockage d'électricité, c'est un problème. Le jour où il y aura du stockage d'électricité, les choses pourront changer. Si on arrive à stocker intelligemment à des prix compétitifs, il y a des essais en Allemagne, et ainsi de suite. Bon, la situation pourra se présenter autrement. On pourra dire, on fait l'investissement, on ne perd pas l'énergie, on la restitue. La seule moyen qu'on a aujourd'hui, c'est les stations de transfert d'énergie par pompage, hein, dont la plus importante, c'est Grand Maison, 1800 MW. On remonte l'électricité, l'eau la nuit, et puis on la relâche le jour. Bon, ça consomme plus que ça produit, mais c'est infiniment utile, puisqu'il faut l'équilibre à tout moment. Bon, si demain on arrive à faire un truc, c'est un des grands chantiers de recherche. Hein. Bon, je ne sais pas si... Moi, j'étais à la commission énergie 2050, on a auditionné des gens du CEA qui travaillent beaucoup là-dessus. Ils estiment qu'en 2030, on n'aura pas fait de percée significative encore. Bon, et j'en sais rien. Le propre de ceux qui prédisent l'avenir, c'est de se tromper. Donc, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si un jour le verrou saute, la question se pose objectivement autrement. Parce qu'aujourd'hui, non seulement ça ne produit pas beaucoup, mais en plus, il faut arrêter nos propres centrales pour laisser évacuer l'énergie produite. On n'a pas forcément besoin à ce moment-là. Et en général, quand on en a besoin, elles ne sont pas là. Donc c'est une double peine, en fait. Bon, si demain, on peut la stocker, pas de façon journalière, mais de façon infrasaisonnière, sur une durée suffisamment longue pour la restituer quand on en a besoin, les choses peuvent effectivement changer. Mais dans l'état actuel des choses, c'est pour ça que je dis qu'on est pragmatique, dans l'état actuel des choses, on fait beaucoup d'investissements pour un résultat qui est un affichage politique qu'on fait du truc. Ceci dit, moi je rappelle que la première des ENR, c'est quand même l'hydraulique, et qu'elle fait 14% de nos moyens, selon l'hydraulique
l'hydraulicité de la France, hein, sur la pluviométrie. Et ça doit être bon, là. Et que c'est un appoint considérable. Et ça, là, j'en arrive à mon deuxième sujet qui est dans l'air du temps, parce qu'on doit avoir des décisions incessamment sous peu. C'est l'avenir des concessions hydroélectriques. Hein, je vous en parle très rapidement. On a été auditionné à l'Assemblée nationale parce qu'il y a des députés qui ont commencé à se dire que c'était absurde d'ouvrir à la concurrence les concessions. Surtout que vous avez des fois des rivières, vous en avez une en dessus, une en dessous. Bon, on a le cas dans la Dordogne, on a un barrage en dessus. Après, c'est Suez, on a un barrage en dessous. Bon, si ils nous lâchent pas la flotte quand il faut, voilà. Ou alors une centrale nucléaire, un endroit, puis un truc, puis ils nous lâchent pas la flotte, on se retrouve dans l'emmerdement. Ou alors ils nous le font payer 10 fois le prix. Bon, donc c'est des vrais problèmes, ça. Bon, donc on a été reçu par une députée socialiste qui avait fait preuve de bonne volonté pour dire qu'effectivement elle trouvait ça absurde. Ceci dit, les règles, il y a déjà eu la Commission européenne qui a dit pas touche à ça, il faut que EDF perde des parts de marché. Je suis assez inquiet sur le texte qui doit sortir incessamment sous peu, parce que je crois savoir qu'il va aboutir à rien. Alors qu'on a dit à la députée, écoutez, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui nous dit que la concurrence est idiote et qu'il faut peut-être faire autre chose, elle dit, rien que pour ça, on est content de vous voir. Bon, je dis maintenant, si vous sortez du truc en disant que ça ne change rien, c'est peut-être pas la peine de nous faire venir. Bon, j'ai peur que le résultat soit pas à la hauteur de nos espoirs. Enfin, voilà, on a un premier sujet. Pour le moment, on a gagné du temps. Hein. La concurrence, elle devait se faire. Elle se fait pas. D'ailleurs, personne ne sait comment faire. Et en plus, on ne sait même pas, alors chose vachement importante, ils ne savent même pas ce que deviendraient les agents. Parce que je vous signale que si on applique le fameux article 12.24.1 du code qu'on appelait avant L122.12, on dit que quand on perd quelque chose, une structure, ou si c'est filialisé, les gens suivent la structure. Si c'est une entité indépendante et tout ça. Sauf que dans les barrages, les gens sont de moins en moins, sont rarement affectés à un barrage nominatif. Donc s'il y a un barrage qui est perdu, les gens ne suivent pas parce qu'ils sont affectés à plusieurs barrages. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont télécommandés. Et puis, voilà. Donc, la question est qui suit alors, le statut, là, pour le coup, c'est pas pareil parce que le statut, c'est la production d'électricité. Donc, le statut, ils sont obligés d'avoir le statut. Mais les accords collectifs, tout ce qui améliore le statut, ça, c'est autre chose. Hein, il y a quand même des accords dans les entreprises qui vont au-delà. Hein. Donc la question est posée, et plus après des tas de questions, parce qu'il peut y avoir des partis qui sont situés à la direction régionale, mais qui servent au barrage, donc ils se battent pour savoir mais quel parti devrait suivre, quel parti devrait pas suivre. C'est une complexité sans nom. Et après l'indemnisation d'EDF, parce que si on arrête le contrat, il faut qu'il soit justement indemnisé. Bon. Il faut qu'on soit justement indemnisé. Évidemment, plus vous indemnisez, plus c'est cher et plus vous barrez la concurrence. Donc vous pouvez tout à fait dire je fais la concurrence, puis mettre les conditions telles que personne ne veuille se présenter. Donc en fait, on peut trouver des tas de systèmes. Pour le moment, on a gagné du temps. Bon, on compte bien continuer à gagner du temps. Voilà. Mais par contre, sur la décision de dire on arrête la concurrence, j'ai peur que non. Mais enfin, si on gagne encore 4-5 ans par des manœuvres diverses et variées, on aura gagné 4-5 ans. Demain est un autre jour, on verra bien. Et il y a peut-être un moment où on finira par se rendre compte que la concurrence dans l'énergie, c'est idiot. Bon, je ne veux pas le dire parce que ça fait 25 ans que je suis à la fédération, ça fait 25 ans que je vois ça. Mais je me dis peut-être un jour, il y a des gens qui seront lucides. Bon. Donc, si je reste, c'est aussi pour ça, parce que je crois que quand même, qu'il y a un moment, à force de faire des conneries, ils vont se rendre compte que quand même, c'est pas possible de continuer. Là, c'est déjà la première fois. La première fois quand même, je vais dire, député, c'est jeune, je dis, c'est la première fois que quelqu'un nous dit, bon, on n'a peut-être pas fait le bon choix. Bon, mais attends, c'est vachement important hein, qu'un politique s'interroge. En plus, ils ont tous été responsables. La loi de 2000, c'était sous gouvernement de gauche. La loi de 2004, sous gouvernement de droite. Donc, ils sont responsables depuis le départ. Ils se sont passés le bébé à chaque fois. Donc, ils ont tous leur part de responsabilité dans cette affaire. Donc, il y a un fameux bouquin qui avait été publié, là, je ne sais plus l'auteur, Chronique d'un désastre. Il y en a plusieurs qui maintenant, Soult était un peu un précurseur dans le monde, j'allais dire, des gens de décideurs, si on veut, puisqu'il avait été dans les cabinets et tout ça. Mais il y en a d'autres qui se rendent bien compte. Quand on les prend un par un, ils savent. Mais bon, après, c'est l'Europe, c'est machin.
Il aurait fallu faire il aurait fallu faire comme ils font sur l'agriculture, d'ailleurs, de temps en temps, un bras de fer. Bon, ils n'ont jamais choisi l'énergie pour faire un bras de fer, bon, c'est tout. Mais ça méritait ce bras de fer. Les gens, ils restent. Alors EDF dit, ouais, mais moi, s'ils restent, je leur donne quoi? C'est votre problème. Et les autres, ils n'ont rien. Comme ils arrivent de l'extérieur, beaucoup d'étrangers et tout ça, ils sont personne. Donc, bon. Ou alors, ils les payent 2 fois plus. Mais dans ce cas-là, leur rentabilité va quand même être affectée quelque part. Donc, on voit bien qu'on a quand même, on est dessus. J'aurais posé la question, parce que le ministère avait dit, il n'y a pas de problème. Bon, alors j'ai dit à la députée, expliquez-moi comment ça marche. Et elle ne savait pas. Bon, bah, j'ai dit, je vais vous dire. Non, parce que le ministère a dit, non, non, c'est réglé. Bon, bah, c'est pas réglé du tout. C'est pas réglé du tout. Et c'est pas rien quand même de savoir si les gens, ils font. Donc, voilà. Donc ça, c'est les concessions. Le dernier sujet vite fait, structurant, parce que je pourrais vous en parler de temps. Ce matin, par exemple, il y a une nouvelle tarification de gaz qui est discutée au Conseil supérieur de l'énergie. J'en suis membre, mais c'est mon suppléant qui y va, parce que j'ai privilégié votre Assemblée Générale. Mais il y a une nouvelle tarification de gaz qui est assez extraordinaire, parce que tous les ans, le gouvernement va discuter la tarification, mais tous les mois, le truc pourra augmenter sans débat public en fonction de paramètres que seul GDF aura. Donc, tous les mois, il y aura des trucs, ça va faire un peu comme le pétrole. Hein, puis, une fois par an, on fera un grand débat. Avant, chaque fois qu'il y avait une augmentation, on en débattait au moins dans une instance, avec des parlementaires, des syndicalistes, tout ça. Je ne dis pas qu'on influençait, mais au moins, on avait un débat. Là, ils ont trouvé le moyen de... On fait une fois par an un audit des formules, puis le reste du temps, en fonction d'un certain nombre de paramètres, ça évolue, GDF il suffit qu'elle demande. Bon, alors le ministère peut s'opposer, mais pendant 3 mois seulement, enfin bref. Bon, donc, il faut que vous attendiez. Voilà. Ça veut dire que l'État, on voit bien, bon, GDF Suez, quand on a privatisé, on a été à la pointe. Malheureusement, le président de la République précédent est revenu sur ses engagements, a trahi ses engagements, parce qu'il n'y a pas de mots. Le résultat, c'est qu'on se trouve avec GDF Suez, qui est un vrai problème, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est là que se passent beaucoup de choses qui, après, risquent de nous arriver. Voilà. Alors, dernier sujet structurant, c'est la distribution, parce que là, c'est relié à la transition énergétique, c'est que les collectivités locales, elles aimeraient bien récupérer les concessions de distribution, pour une partie d'entre eux. Pas toutes, mais notamment les grandes villes, et notamment, c'est les écolos qui sont en tête de ça. Baupin, par exemple, à Paris, et ainsi de suite. Bon. C'est-à-dire que ce qu'ils aimeraient bien, c'est faire leur truc électrique et puis casser le RDF. Donc il y a beaucoup de critiques sur l'RDF qui sont d'ailleurs tout à fait infondées. Et alors, moi, le seul arme qu'on a, mais elle est quand même forte, c'est par rapport aux élus ruraux en particulier, c'est de dire que si chacun reprend sa concession, eh bien, il n'y a plus de péréquation des tarifs parce que c'est incompatible. Et ça parle aux élus ruraux. Parce que globalement, à Paris, c'est sûr... parce que les Parisiens, ils disent... Mais les Lyonnais, pareil, les grandes villes, ils disent... Bah, moi, j'en ai pas pour mon argent, finalement. Bah, je dis, mais si on raisonne comme ça, il n'y a plus de péréquation. Parce que le principe de la péréquation, c'est bien que les plus riches versent aux plus pauvres pour que le tarif soit égal dans toute la société. Bon, il n'y a pas de péréquation dans l'eau, par exemple. On voit bien les tarifs, comment ils sont différents. Si on dit moi j'en veux pour mon argent, ça veut dire que je veux vivre de mon côté et je m'en fous de ceux qui sont au fin fond de la Lozère. Mais c'est plus le choix de service public républicain qu'on a nous toujours défendu la force ouvrière, mais que je pense une grande partie de la population défend aussi. Parce que si on leur posait la question en ces termes, je pense que même une partie des gens des grandes villes se dirait que c'est pas normal de ne pas être dans ce monde-là. Donc on est sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est assez lourd, c'est un sujet sur lequel on va se battre à fond, mais c'est un sujet qui n'est pas gagné, et c'est un vrai... Alors là c'est pareil, la distribution, dans ce cas-là, les gens viendraient, ils sortiraient de RDF, RDF serait cassé. Bon. Donc vous voyez, entre les fermetures de centrales, les concessions hydrauliques et les concessions de distribution, on est sur des fronts qui ne sont pas de petits fronts. Voilà. Alors, je ne les espère pas, parce que je pense que la péréquation, ça va en arrêter quand même quelques-uns. Mais il faut voir. Et puis, il faut voir dans ces trucs de transition énergétique, il y a des députés et des sénateurs. Les Verts, ils ont, je sais pas, 10 députés et sénateurs, ou 15, ou 20, je sais pas, au total. Et ils ont les 3/4 des représentants des députés et des sénateurs. Ils ont réussi
à phagocyter le truc. Donc c'est eux qui parlent. Résultat, c'est les syndicats, et j'étais un peu aussi, il faut être honnête, qui réagissent. Une fois, on a défendu le monopole de Distrib face à une fille de Paris, Hélène Garcin, là, qui veut absolument, qui veut la mort du distributeur. Et pourquoi une personne, ça me surprend quand même que les Verts veuillent justement ce genre de choses, que ça viendrait être des héros éventuellement. Ça Les Verts ont une haine d'EDF que tu ne peux pas imaginer. Ils ont une haine d'EDF. Mais alors, je l'ai découvert parce que franchement, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, mais vraiment, pour eux, EDF égale nucléaire. Il y a le gros truc qui a été décidé à une certaine époque. Déchets, à chaque fois. Mais même la distribution, il n'y a pas de déchets à la distribution. Mais c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil. Les Verts ont vraiment une haine d'EDF. Ils considèrent qu'EDF a empêché la transition énergétique, a empêché les éoliennes, a empêché les machins, a empêché tout ça, et qu'il faut casser ce machin une fois pour toutes, fragiliser au maximum. C'est pour ça que la bataille sur Fessenheim, là, c'est pas qu'une bataille sur une centrale, hein, c'est une bataille sur qu'est-ce que c'est demain. Hein, voilà. Et c'est pour ça aussi sur les concessions hydrauliques, on n'a aucune aide des Verts contre la libéralisation. D'ailleurs, le rapporteur, je l'ai auditionné puisque je suis membre du Conseil économique, social et environnemental et je l'ai auditionné pour un travail, le rapporteur de toutes les directives européennes, il s'appelle Claude Turmes. Alors certes, il a une queue de cheval, mais c'est un Vert luxembourgeois. Alors déjà luxembourgeois c'est petit, mais Vert luxembourgeois c'est pas grand, mais n'empêche qu'il nous fait chier celui-là, parce que c'est lui qui a fait les trucs partout. C'est pas dans tous les trucs. Et on l'a auditionné, mais qui explique que de toute façon les monopoles publics en plus, empêchent l'innovation, empêchent ci, empêchent ça, qu'il faut casser ça en morceaux, il faut séparer RTE, c'est déjà fait, après il faut séparer ERTF, après il faut que les communes reprennent le pouvoir, et puis ainsi de suite. Ah non, ils sont, alors là pour le coup, ils sont dans une vraie logique idéologique, c'est-à-dire qu'ils essayent de mettre des pions dans le truc, puis tout ce qui sera mis, comme en 97 avec Super Phoenix, tout ce qui sera mis sera gagné. La différence, c'est qu'aujourd'hui, Super Phoenix à l'époque, bon, c'était quelque chose qui était parfois discuté et ainsi de suite, et bon, ça s'est fait sans vraiment de réaction trop forte. Là, il y a des réactions. Parce que là, il se trouve les 4 syndicats de Fessenheim, bon, il n'y a pas CFTC, les 4 syndicats, par définition, ne peuvent pas être pour la fermeture de la centrale, hein, et M. Roll Tanguy, qui a été nommé pour la fermeture de la centrale, qui est le fils d'un grand résistant, mais c'est pas parce que c'est le fils d'un grand résistant que lui-même est un grand résistant, et qu'en plus il a été du cabinet de Jean-Claude Guessot, du ministre communiste bien connu, et ben M. Roll Tanguy a essayé de rentrer dans la centrale, et les salariés l'ont empêché de rentrer. Voilà. Donc, alors il a essayé de nous écrire, à nous, fédération, on n'a pas reçu non plus. Voilà. Alors, ils l'ont appelé Monsieur Fossoyeur. Donc, Monsieur Fossoyeur, et Monsieur Fossoyeur, on l'attaque devant le Conseil d'État pour demander son annulation, je vous ai dit, au motif qu'il n'y a pas de décision qui est prise, et donc il n'y a pas de raison de nommer un Monsieur Fermeture pour une décision qui n'est légalement pas prise. Voilà. Bon. Et donc, on en est là. On va déposer au Conseil d'État, je vais la déposer vendredi, avec une conférence de presse avec les autres syndicats pour faire un petit peu de proof, de buzz, pour dire voilà, on va déposer, M. Fessenheim n'est pas légitime, et on va bien voir après ce que ça donne. De toute façon, si le Conseil d'État nous donne tort, bon, on nous donne tort, s'il nous donne raison, formidable. Mais bon, s'il nous donne tort, la bataille continuera. Hein, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Alors voilà les éléments un peu structurants, mais je vous ai fait court, hein, parce que je pourrais vous parler de tas de choses autres qui se passent. Tu vas passer sur sur les filiales, là. Sur le social. Avant, ouais. Tu pourrais te dire un mot, parce qu'il y a des retraités, puis il y a des futurs, là. Oui. Sur la taxe qui devrait augmenter par rapport à la CNEG, et on n'est pas sûr qu'elle augmente. Enfin, Ah, la taxe sur la CNIEG, c'est quoi ça? Sur les transports. Non, Pour le financement des retraites. pour le financement des retraites. Il y a eu un travail à la télé, il y a Ah pas- non, c'est la CTA. Ouais. Ouais, mais ça n'a pas d'incidence sur les gens. Il paraît, enfin moi je... Ah oui. Sur le tarif, Elle devrait augmenter cette année pour que Oui, notre régime mais, soit oui, mais- équilibré. Et c'est pas sûr que l'État accepte. Non, mais alors, oui, alors je ne suis pas tout à fait au top là-dessus. La contribution tarifaire d'acheminement, c'est une contribution qui est payée par l'ensemble des usagers, hein,
pour financer les droits acquis des personnels des réseaux avant le 1er janvier 2005. Voilà. Bon. Et puisque depuis, il y a plus de, cette taxe ne finance plus ça. Simplement, il y a un problème entre les besoins de financement liés à cette taxe et puis l'ajustement de cette taxe. Effectivement, comme cette taxe est financée et prise sur les factures, d'ailleurs elle apparaît maintenant sur les factures, ce qui d'ailleurs nous a entraîné quelques réactions amicales de plusieurs gens, et ben évidemment c'est un incident sur les factures. Alors voilà, donc la question elle est plutôt de savoir si politiquement le gouvernement veut assumer ce choix. Voilà, c'est ça la question. Mais les incidences sur nous sont relativement limitées. Vous savez que déjà on ne paye pas la CSPE, c'est-à-dire la fameuse contribution, pour le moment on ne la paye pas. Hein. Donc, alors la CTA, on la paye, la CTA, mais pas la CSPE par exemple. Donc, mais la CTA, c'est relativement, à mon avis, relativement marginal. Enfin, je ne sais pas le montant, je ne sais plus ce qui a été mis exactement, mais il y a un débat là-dessus. C'est vrai qu'il y a un débat sur l'équilibre du régime de retraite, mais la raison majeure, c'est que le gouvernement ne veut pas augmenter cette partie qui avait été négociée en 2004, pas par nous, mais qui avait été négociée pour financer une partie des charges de retraite anciennes d'avant monopole, en fait. C'est ça la raison. Mais à mon avis, bon, il y a quelques sujets dont je voudrais vous parler qui sont sociaux, là cette fois-ci. Hein, on a parlé des sujets généraux qui sont vraiment considérables, et je voudrais vous en citer 4. Hein. Bon, d'abord le temps de travail, ensuite les filialisations, les plans sociaux, et puis l'évolution de la branche, parce que c'est important pour comprendre ce qui est en train de se passer et ce qu'on fait. Alors, d'abord le temps de travail. Bon, temps de travail, je serais tenté de dire que la DSP a été un peu précurseur dans le mauvais côté du terme. Hein. Ils ont profité, la DSP, de cette restructuration qui a été imposée. Alors néanmoins, c'est quand même étrange parce que, par exemple, à RTE, quand ils ont été filialisés, ce qui n'est pas votre cas pour le moment, et je souhaite que ça ne soit pas, quand RTE a été filialisé, quand RDF a été filialisé, il y avait des accords qui étaient arrivés, qui faisaient les 35 heures. Et alors c'était passionnant parce que, en fait, on savait que EDF voulait être le premier de la classe, et donc le signer le plus rapidement possible un accord, et on savait qu'il voulait tous les syndicats. Bon, enfin, on pressentait qu'il voulait tous les syndicats. Donc pour négocier, c'est mieux. C'est comme ça qu'on a récupéré, alors personnellement, j'ai récupéré au dernier moment tous ceux qui avaient été embauchés à 32 heures, dans lequel j'ai fait mettre une disposition en disant que tous ceux qui avaient été embauchés à 32 heures pouvaient repasser à 35 heures, s'ils le souhaitaient. En disant, bah, si vous ne le mettez pas, moi, je ne proposerai pas de signature dans ces conditions. Donc évidemment, c'était une période qui était, bon, puis on avait négocié quand même pas mal de choses. La meilleure preuve, c'est que aujourd'hui, ils sont bah, les cotisations en temps partiel pendant 7 ans. Signale que la loi, c'est 1 an. Hein, nous, on a fait 7 ans. Bon. Et puis, plein d'autres trucs sur lesquels je pourrais vous donner des détails, le cas échéant. Bon. Bon, alors maintenant, le gouvernement, pas le gouvernement, la direction d'EDF, c'est surtout EDF. Hein. Je vous dis, même à RDF, ils ont fini par signer. C'est surtout EDF. Ils sont embêtés, pas tellement à la DSP au départ, hein, ils sont embêtés dans les centrales nucléaires. Parce que, vous savez que les centrales, elles fonctionnent, bon, évidemment, par définition tout le temps, mais surtout que là où il y a une période la plus dure, c'est les arrêts de tranche, et quand on charge et on décharge le combustible. Bon, et là, ils ont besoin de travailler dans des conditions, des fois, un peu acrobatiques. Hein. Ils arrivent à faire, des fois, des temps de travail qui dépassent... voilà. C'est pour ça que l'autorité de sûreté nucléaire pointe souvent les problèmes. Et ils ont trouvé, ils se sont dit, bah, si les cadres, parce que c'est un problème de cadre au départ, c'est un problème de nucléaire et c'est un problème de cadre. Si les cadres, bah, ils travaillaient à forfait jour, bah, ma foi, ça serait-il pas bien que, comme ça, on ne fera pas chier par les inspecteurs du travail de l'autorité de sûreté nucléaire. Parce que ce n'est pas des inspecteurs du travail comme vous, hein. C'est des inspecteurs de l'autorité de sûreté nucléaire qui sont inspecteurs du travail en plus. Et qui, eux, voient la sûreté. Et donc, ils se disent, voilà. Alors,
il se trompe un peu parce que le forfait jour, ça a bien des inconvénients, ça on est bien d'accord, mais la Cour de cassation est en train de resserrer les boulons, et en fait, ça ne donne pas toute la marge qu'ils pensent que ça leur donne. Voilà, parce qu'il y a quand même un certain nombre de règles à respecter. C'est pas bon. C'est effectivement un système qui est beaucoup plus facile pour eux, mais depuis 3-4 mois, là, il y a eu plusieurs arrêts qui ont un petit peu fermé un peu les trucs, parce que justement, il y a eu trop d'abus dans beaucoup d'entreprises sur le forfait jour. Voilà, des gens qui font des horaires à n'en plus finir, et puis des gens qui ont des accidents, et à travers ça, la sécu, le machin, le truc, puis on finit par dire, mais finalement, c'est vous qui êtes responsable, et ça finit par faire ça. Alors, donc la direction, elle est confrontée à ça, le nucléaire, qui a des problèmes, et voilà. Et en plus, a priori, enfin, ce qu'on sait, de façon plus ou moins claire, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais ce qu'on sait, ce qui se dit, en tout cas, ce qui se dit, c'est plutôt ça, parce que nous, on ne les a pas vus, c'est qu'il y a un contrôle de la Cour des comptes, je ne sais pas si vous avez entendu parler, non, sur le temps de travail à EDF. Non, et que il trouve que c'est pas clair. On pourrait faire mieux. Voilà. Ce qui se dit. Alors, on ne sait pas trop tout ça, ce que ça va devenir, mais en tout cas, on est dans une période où il y a des critiques. Alors, il y a les inspecteurs du travail qui disent que dans le nucléaire, qu'on fait n'importe quoi, ce qui est vrai. Et puis, peut-être, à vérifier, mais peut-être des contrôles extérieurs qu'il y a toujours dans les entreprises publiques pour dire, voilà, comment on fait. Bon. Et puis, la boîte qui aimerait bien, évidemment, revenir sur certains acquis de 1999. Alors, soit sur certains acquis de 99, soit sur certains accords qui ont amélioré l'accord de 99, parce qu'en fait, il y a les deux. Il y a ce qui est dans l'accord, puis ce qui a été amélioré par la suite. Les accords locaux. Les accords locaux. Bon. Alors, chez vous, ici, ils sont pris comme des manches. Bon, Christian a expliqué, je ne reviens pas là-dessus. En droit pur, de mon point de vue, la jurisprudence est claire. Te voilà. Ah, T'as qu'une heure d'heure. Sors d'une autre réunion. voilà, la jurisprudence est claire, c'est que quand on restructure, quand on filialise, ça c'est clair, il faut renégocier les accords. Ça a été RTE, RDF. Quand on restructure à l'intérieur d'une entreprise, comme c'est votre cas, la jurisprudence dit que l'employeur doit dénoncer les accords, mais contrairement à ce que tu as dit, s'il dénonce ces accords, il dénonce ces accords pour la partie qui le concerne. La DAIP ne sera pas concernée. Ça, c'est ce que nous a dit la direction. Non, mais c'est une absurdité, ça. Elle dénonce pour la partie qui la concerne. Elle dit, voilà, j'ai, je ne sais pas combien d'accords, je ne peux pas fonctionner comme ça. C'est un motif de dénonciation, il faut être honnête. Hein. J'ai 20 accords, mettons, je ne peux pas fonctionner comme ça. Donc je crée ma en fait, tu sais, ils n'ont pas dénoncé les accords. En fait, la DSP date de janvier 99. Ils n'ont pas dénoncé les accords. 2009, pardon. Oui. Ils n'ont pas dénoncé l'accord temps de travail à l'époque parce qu'ils avaient la restructuration de tout le tertiaire, la fermeture des sites. Ils ont fermé les sites de Saint-Brieuc, de Troyes. Il y a une dizaine de sites comptables et RH qui ont fermé au tertiaire. Et donc ça, cette négociation, elle a duré plus d'un an à la création de la DSP. Et aujourd'hui, ils nous disent, ben voilà pourquoi on n'a pas dénoncé les accords, on avait d'autres soucis. En plus, ils avaient mis le temps de travail là-dessus. Oui, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ça, c'est pas un argument. Mais c'est pas une raison pour nous. C'est pas un argument. Normalement, pourquoi le faire aujourd'hui alors qu'ils n'ont pas fait l'époque? Les textes disent, quand il y a une restructuration interne dans une entreprise, l'employeur doit dénoncer, s'il veut ne pas vivre avec une pluralité d'accords. Aujourd'hui, un 50. Voilà. Bon, ça, non, mais on peut comprendre. Ça, c'est un motif de dénonciation légitime. Mais dans la mesure où il ne l'a pas dénoncé, il s'est trouvé dans un truc à la con, parce qu'il a fixé des règles unilatérales qu'il n'avait pas le droit de fixer. Après, vous l'avez pointé. Après, vous avez fait un accord. Il y a des CHSCT qui font un truc, puis ils décident d'arrêter le jeu en cours de partie, parce que ça ne lui plaît plus, puis sans doute, ça doit lui coûter très cher. Donc, à mon avis, c'est surtout ça. Donc, il dit, le syndicat, il ne veut pas... Je vous signale qu'on a eu un débat à GDF-Suez. Quand on attaquait en justice GDF-Suez pour la privatisation, on a eu 7 procès qu'on a gagné 7 fois. Il y a eu un moment où ils en avaient marre, GDF, ils étaient craqués. Et Gaz de France a dit, mais de toute façon,
nous, on demandait toujours des papiers, des papiers, des papiers, des papiers. On disait, on ne peut pas donner un avis parce qu'on n'a pas ça, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Ça a duré 7 fois. Et à la fin, ils ont dit, de toute façon, ça ne sert à rien qu'on leur donne des papiers parce qu'ils ont dit qu'ils étaient contre. Comme la réponse du juge, ça a été de dire, mais c'est pas parce qu'ils sont contre qu'ils n'ont pas besoin d'avoir tous les éléments qui leur permettent de forger. Alors voilà. Le juge a dit, c'est pas parce qu'ils sont contre que vous ne leur devez pas les éléments légaux qui leur permettront de faire un avis qui sera contre, mais voilà, vous leur devez. Bon, on a gagné 7 fois comme ça. Bon, ça ne nous a pas empêché de perdre malheureusement parce que le petit nous a trahis. Mais voilà, donc on est dans ce truc-là. Alors moi, je ne sais pas ce que la direction va faire, pas faire. Je ne sais pas si les bruits, machin, il y a des au plan national, qu'est-ce qui se passe? Au plan national, faut être clair, au plan national, ils ont à choisir maintenant. Bon, alors là, chez vous, si vous faites des procès, des machins, ça sera intéressant parce que quand même, si ce que je dis est juste, ce que je crois, ça sera intéressant d'être plaidé par un trait, parce que ça voudrait dire dans ce cas-là que les accords continuent encore à vivre, sauf évidemment, je reconnais, pour les mutés, les personnels mutés, et ainsi de suite, parce que ils arrivent dans un nouveau contexte. Ils n'ont pas gardé, ils n'ont pas gardé leur ancien accord. Bon, ceux qui ont été postérieurs à la création de la structure. Hein. Bon, ça serait intéressant de voir. Maintenant, ce qui va se passer, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a des pressions externes ou pas sur le plan de travail ou pas. S'il y en a, on verra bien ce que ça donne. S'il n'y en a pas, ça sera pour le président d'EDF un choix stratégique qui n'est pas mince. C'est de savoir si oui ou non il veut dénoncer le temps de travail. Alors s'il dit je dénonce le temps de travail parce que les gens ne travaillent pas assez, alors qu'il y en a même comme Rocard qui viennent de dire, bon certes il faut travailler jusqu'à 65 ans, ça c'est le mauvais côté de la force, mais il a dit il faut travailler moins, enfin quand même, il y a quand même une partie de ceux qui sont au pouvoir qui pensent qu'il faut travailler moins. En tout cas, pas travailler plus, même si par ailleurs, il y a les accords compétitivité, machin, dans certains cas, mais c'est obéi des logiques où il y a des problèmes de compétitivité, ce qui n'est pas le cas d'EDF. Il n'est pas un problème de personne ne nous dit qu'il y a un problème de compétitivité. Bon. Donc s'il n'y a pas de problème de compétitivité à EDF, qu'est-ce qui justifierait qu'on remette en cause le temps de travail? Qu'est-ce qui justifierait? Alors, on ne sait rien. Si c'est à volonté du chef, est-ce que le chef, président d'EDF, il a envie d'ouvrir un front potentiellement social sur un sujet où il faudrait dire qu'il faut travailler plus, et puis est-ce que c'est pour gagner plus? Je ne sais même pas. Donc là, ce coup-ci, avant, c'était je travailler plus pour gagner plus, et maintenant, ça serait je travailler plus pour gagner autant. Donc ça n'a pas un grand progrès social. Donc je ne sais pas. Gagner moins, même. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut le porter après. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il a des assurances, pas d'assurance? Ce que je sais, ça fait presque un an qu'ils disent on va ouvrir un jour les négociations sur le temps de travail. Voilà. Il y a eu des bilatérales. Mais il y a eu des bilatérales. Mais les bilatérales, moi j'y étais dans une des bilatérales. Bilatérales, ils disent ils me disent ce que je vous dis, c'est-à-dire il y a des problèmes dans la centrale nucléaire. On est regardé, enfin nous, on n'a pas les papiers, on n'a vu personne, on est regardé, voilà. Ceci dit, moi je constate que les électriciens font correctement leur travail, il n'y a jamais eu de critique sur la qualité du travail qui a été fait, que ce soit RDF, EDF et ainsi de suite, et que le coût, bien sûr qu'il y a un coût qui est lié au travail qu'on fait, mais dans ce cas-là, on pas chinois sinon, donc il faut quand même pas exagérer. Donc moi je sais pas comment ça va se sortir. Je sais qu'ils sont en train de je masturber intellectuellement depuis déjà quelques temps. Je ne sais pas ce qui va sortir du chapeau. Moi à mon avis d'ici fin février on saura. Voilà. Fin février, mars on saura. Ils vont convoquer encore des bilatérales? J'en sais rien. Des bilatérales, on dit oui. Moi j'y étais, une bilatérale, on dit oui, bon ok d'accord, mais nous on pense que l'accord il est bien, qu'il est équilibré. On pense qu'à DSP, c'est pas normal. On pense que la procédure n'a pas été respectée. On pense que les
accords anciens doivent continuer à exister, et ainsi de suite. Bon, c'est un peu... On peut continuer de se battre là-dessus. Ah ben, je vous invite plus que vivement à vous battre là-dessus, parce que ma conviction, c'est qu'on a raison. Non, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a la pression qui est mise sur tous les agents qui doivent muter, ça bloque tout, quoi. Et sur les gens qui arrivent chez nous, ça, je reconnais. Ils essayent de monter les agents contre les syndicats, quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà, ça marche pas. Pardon. Est-ce que des mutations d'office, on peut les refuser? Ah ben oui, une mutation d'office, tu peux... Est-ce que Non, mais ça change. Non, mais ça change pas tes accords. Ça change pas les accords. Tu perds pas ton accord. Tu gardes tout. Bah, si Si c'est le 32 heures, tu gardes tes 32 heures. si tu es une mutation d'office à l'intérieur de la DSP, ça change rien. Ah, C'est l'initiative de la direction. non. Tant que c'est la Non. direction qui dit d'aller là. Non, mais bon, je vous ai dit que la fragilité de notre position d'aujourd'hui, c'est que les mutations et ainsi de suite extérieures à DSP, effectivement, ne suivent pas ce régime-là. Ça, c'est clair. En fait, juridiquement, c'est quoi? C'est que les gens, ils avaient des accords, et ces accords, ils continuent à vivre avec eux tant qu'ils ne sont pas dénoncés. Parce que l'erreur, il a expliqué, Christian, très bien, c'est qu'ils n'ont pas voulu le dénoncer dans un contexte déjà difficile. Voilà. Bon. Puis après, ils ont cru avoir un accord. Puis maintenant, ils n'ont plus d'accord. Alors, il a pris d'abord un truc unilatéral, c'est planté. Après, il cherche un accord, c'est planté. Puis maintenant, il dit, bah, je vais faire sur la base du 5x7. Ma conviction, même si le statut le prévoit, c'est que dans le cas particulier de la DSP, où il n'a pas dénoncé au moment où la DSP s'est créée, c'est ma conviction. Ça sera, si c'est plaidé, on verra bien si on est suivi ou on n'est pas suivi. Il y a une jurisprudence, en tout cas sur France Télécom, qui le dit de façon très claire. Bon. Sauf à ce qu'on se trouve face à quelque chose ou une interprétation haute. Vous savez, les 32 heures, on avait perdu en première instance, après on a gagné, et donc on est parfois sur le domaine de l'interprétation. En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est qu'à ce stade, je ne sais pas si la direction ouvrira pas, négociation sur le temps de travail, parce qu'elle sent bien, en fait, en plus elle est emmerdée, parce que si déjà les salaires n'ont pas augmenté, les AIC ont été baissés. Dans une entreprise qui, quoi qu'on en dise, se porte bien et qui va maintenir les dividendes. Bon, alors on me dit c'est 85% l'État. Je réponds d'accord, mais c'est quand même maintenir les dividendes. On ne veut pas le savoir. Bon. Et en plus, on dirait, sur le temps de travail, il faut en plus faire des efforts. Moi, à mon avis, ça va finir par poser de vrais problèmes. Voilà. Et dans les centrales, parce que c'est là le problème, c'est pas la DSP, c'est les centrales. La DSP, elle est venue là parce que Caron, il a dit, moi je suis beau, j'arrive, il vient du FDMHA, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, raté. Caramba, encore raté. Bonjour. Mais ça, c'est propre à votre truc. Mais le vrai débat, il est sur les centrales. C'est là où il y a le débat. Et si sur les centrales, imaginons qu'ils fassent un truc et puis qu'il nous arrive un problème, je ne dis pas. Alors évidemment, personne ne le souhaite, mais à force de faire travailler les gens des fois 2 x 10, des fois 2 x 12, hein, voilà, c'est tout. Parce que tout simplement, un arrêt de tranche, ben, ça coûte je ne sais pas combien l'arrêt, voilà, et que la disponibilité des centrales, c'est-à-dire la façon dont elles tournent, eh ben, elle a encore baissé cette année, hein, parce qu'il y a eu un certain nombre d'arrêts fortuits, et que qu'est-ce que regarde la bourse? J'en reviendrai, d'ailleurs, j'en profite pour faire un tour sur la bourse. Hein, vous vous rappelez 32 € l'introduction, et alors moi j'en ai pas pris, mais quoi qu'on a pris beaucoup, combien c'était J'en ai pas pris, mais j'en ai eu 5 gratuites, oui. J'ai pas refusé. Oui, bon, mais c'était 18 pour les agents, je crois. 18 pour les agents, ça, c'est monté à 83. Oui, non mais c'était 22, 21, 22, ça devait être dans ces ouais, mettons 21, 22. Elles sont tombées à, je sais pas, 13, 14. Elles sont tombées au maximum à 13, et elles sont montées à 86. 86. Bon, ceci étant, tu parles des centrales, mais nous, on est DSPIT, on a le projet SDI, oui. On a le projet renouveau pour l'hydraulique, on a tous ces projets-là où les mecs, ils bossent autant que dans les centrales. Attends, ce que j'ai pas dit, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en revanche, la pression de l'inspection du travail, elle se fait par l'autorité de sûreté nucléaire sur la DPI. Voilà. Mais je crois qu'il faudrait se servir de la DSP et réussir à faire passer notre accord pour pouvoir l'étendre partout. Évidemment. C'est pour ça que raison de plus pour ne pas lâcher. Ah ben non, mais de toute façon, vous savez tout notre soutien à la fédération là-dedans et tout notre appui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ce que
que je vous explique, c'est d'où ça vient, comment c'est parti, pourquoi on en est là et pourquoi ils tiennent pour le moment. Et puis voilà. Donc moi, si vous continuez, vous avez effectivement notre soutien. Moi, ma conviction, c'est qu'à un moment ou un autre, ils vont dire, de toute façon, on approche des élections en plus. Hein. Donc, soit ils disent, je bouge le temps de travail avec, je sais pas ce que ça donne. Hein. Soit ils disent, je fais rien, enfin tout le monde ils disent rien, enfin ce qui revient à dire je fais rien, quoi. Ah ouais, chez nous, il faudra faire quelque chose. Oui, mais vous allez bien aller en justice encore, j'imagine. Oui, Bon, oui, là c'est vrai. Oui. voilà. Non, mais il y aura peut-être aussi des mouvements. On vous appellera peut-être à aller manifester. On ne sait pas si on ira à PB6 ou à Wagram. Oui, bien sûr, bien mais sûr. bon, il faudra faire des choses. Non, mais ça, On va faire des assemblées générales. Pour l'instant, on a programmé des assemblées générales. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est programmée ici. Pour avoir justement l'avis du personnel, pour voir le mode d'action qu'on pourra faire. Parce qu'il ne faut pas laisser ça non, mais comme ça. c'est clair. Et en plus, on a fait aussi avec l'avocat qui est avec le CE, on lui a dit de monter le dossier pour aller en justice au fond, pour faire valider pour la validité des accords, comme dit Jackie. Excuse-moi, il me semblait qu'il y avait une unité syndicale. Il n'y a que 4 syndicats, l'unité se fait à 4. Pour le moment, il y a 4 syndicats. Voilà. Mais bon, ça risque de finir. Mais c'est comme à Fessenheim, ils vont finir par revenir parce que c'est indéfendable. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui justifie qu'on touche autant de travail chez nous? Qu'est-ce qui justifie? Mais Caron, il dit que les gens ne prennent pas leur RTT, qu'ils n'ont pas le temps de les prendre. Ils les mettent sur un CET. Voilà, Ils partiront plutôt en retraite. Oui, mais c'est là il dit, puisqu'ils mettent sur un CET, ils n'ont qu'à prendre le SIAD, parce que là, ils pourront mettre 15 jours au lieu de 7 jours. Tu vois son raisonnement? Le SIAD, c'est le contrat individuel d'aménagement du temps de travail, c'est pour les cadres et les hautes maîtrises. Mais les gens, écoutez, je vais vous dire, nous on a toujours défendu la force ouvrière, les gens font ce qu'ils veulent. On leur donne, c'était les 32 heures, nous on n'a jamais pas été contre les 32 heures, on a été contre les 32 heures imposées. Et bien là c'est pareil, moi le CET, on est pour le CET, si les gens veulent sur le CET, s'ils veulent prendre leurs vacances, ils prennent leurs vacances, ils font ce qu'ils veulent, c'est un choix individuel. Pour les jeunes qui sont arrivés avant l'accord de 99, il y avait eu un accord en 95, 32 heures, 35 heures, et tous les jeunes qui étaient embauchés, on leur imposait de rentrer à 32 heures, avec un salaire calculé à proportion. Donc, des jeunes ingénieurs comme vous qui arrivaient dans la boîte, ils disaient merde, moi je n'ai pas fait une école d'ingé pour travailler 32 heures et être payé 3 heures de moins, quoi. Et cet accord-là avait été dénoncé par notre fédération, et on avait gagné en justice. Et après, il y a eu l'accord de 99, où les 32 heures étaient les 32 heures collectives, payées 35-32e, 35-35e, mais au choix de l'agent. Il fallait qu'il y ait une majorité dans les collectifs de travail, et s'il y avait la majorité, l'agent individuellement, les agents pouvaient y aller ou pas aux 32 heures collectifs. C'est ce qui est appliqué aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on a encore aujourd'hui. C'est l'accord. Nous, on ne l'a pas signé en 2000 à l'époque. On ne l'a pas signé parce qu'il y avait la fin des heures sup pour les agents de maîtrise et les embauches qui ne suivaient pas pour compenser le temps de travail. Alors la CFDT dit ouais, c'est la CGT et FO qui n'ont pas signé l'accord en 2000 qui se bagarrent aujourd'hui pour le garder. Bah oui, on ne veut pas perdre. On n'a pas fait opposition à l'époque. Le collègue de la CGT m'avait dit faut qu'on fasse opposition à la signature. Bon, moi, quand je vous avais réunis, c'était 50-50, la proportion à peu près. Bon, on a pris la décision de ne pas signer. Il a fallu que je l'assume. Moi, la RH, elle m'a pris 1 heure au téléphone. Mais pourquoi vous ne voulez pas signer? Cet accord, il est bien et tout. Ben, j'ai dit, attendez, moi, j'ai fait une réunion avec mes mandants. On me dit de ne pas signer. Je ne vais pas vous dire que je signe aujourd'hui. J'avais pris l'engagement. Et donc, on ne l'a pas signé, mais on le défend aujourd'hui parce qu'il y avait quand même les 32... Et je vous dis, on n'a pas fait opposition alors qu'on aurait pu le faire. C'était déjà la règle des 30%. Il fallait plus de 30% de syndicats représentatifs pour la signature et plus de 50 qui s'opposaient. On aurait très bien pu à l'époque s'opposer avec la CGT si on n'a pas fait l'opposition. Alors, ça peut être une position considérée comme une position de faux cul en disant, bon, ils ne signent pas mais ils ne s'opposent pas. On a posé, il y avait quand même les joueurs de RTT dans le lot. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, sur le temps de travail, juste pour terminer là-dessus, moi je redis, si vous allez contester la décision, ça vaut la peine. Bon, on n'est jamais sûr de 100%, mais ça vaut la peine. En tout état de cause, moi, à mon avis, de toute façon, si on va dire mars, il n'y a rien qui bouge du côté de la direction d'EDF, ça veut dire qu'ils ont considéré qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à poursuivre. Alors ça vous laisse, à mon avis, un champ plus ouvert aussi pour essayer
parce que, évidemment, si vous êtes précurseur et si tout le monde s'entraîne après, évidemment, la situation est plus compliquée. Mais quoi qu'il arrive, je maintiens qu'il y a un problème qui est lié à la façon dont ça a été géré. Oui, c'est clair. Voilà. Parce que si on a raison, ça veut dire qu'encore pendant 15 mois, vous restez comme ça. Puisque dans ce cas-là, s'il faut le dénoncer, il y a encore 15 mois de négociation. Ça veut dire par exemple, nous, à Orléans, une équipe, on voudrait passer en 32 heures collectif. Bah, si l'accord il perdure, c'est possible. Nous, aujourd'hui, on pourra en faire la demande et on nous dit non, c'est pas possible. Bah, et non, aujourd'hui, ils nous disent qu'on n'a pas d'accord. En fait, la direction dit que les accords sont caducs. Oui, mais comme il les dénonce pas. Non, mais c'est nous qui le disons, ça. Voilà. Il faut le faire trancher en juge. Enfin, si vous voulez, si tu veux. Après, pour faire appliquer les accords, il faut que un juge dise qu'ils sont toujours valides. Aujourd'hui, soyons simples et soyons clairs. Vous êtes tous venus, il y a 50 accords, vous venez chacun avec vos accords. La direction, pour des raisons qu'on a expliquées, n'a pas voulu dénoncer, faire les choses claires au départ. Je crois d'ailleurs qu'il y avait des demandes visant à renégocier tout au départ, puis elle n'a pas voulu pour les raisons que vous avez expliquées. Bon, après, elle a fait comme elle a fait. C'est planté. Maintenant, elle se retrouve avec le bébé. Donc, elle est obligée de dire, objectivement, la direction ferait pareil, elle est obligée de dire, bah, moi, j'ai le droit, et puis, basta, qui même me suivent. Bon, la CFDT qui aime le patron suit. Mais bon, voilà. Donc, là, moi, je dis, juridiquement, quand on restructure dans une entreprise, tant qu'on n'a pas dénoncé, l'accord continue à vivre. Et ça, dans la mesure où la direction dit le contraire, il n'y a qu'un juge qui peut dire si on a raison ou si on a tort. Je pense qu'on a raison, mais vous savez, en droit, sur ces terrains-là, il y a toujours des marges de certitude. Donc si demain, on se prend une tôle, il ne faudra pas me dire, je dirais, bon écoutez, voilà, ceci dit, on peut avoir tort, raison, première instance, et ils font appel et tort, hein, ou l'inverse, hein, parce que, je vous dis, les 32 heures, on a perdu le premier coup, on a gagné le deuxième coup, on a gagné le troisième coup. Donc, un procès, c'est un procès, voilà. Moi, il y a un arrêt de cassation qui dit clairement que quand on restructure dans une entreprise, il faut dénoncer. Voilà. Contrairement à la filialisation, où là, c'est automatique. Parce que dans une filialisation, il n'y a pas besoin de dénoncer. Les accords, ils ont 15 mois, ils durent, puis après, c'est fini. Quand on restructure une entreprise, code de cassation, il faut dénoncer. Comme il n'a pas dénoncé, mon argument est très simple, il n'a pas dénoncé, l'accord continue à s'appliquer. Mais, tant qu'un juge ne l'a pas dit... ça veut dire aussi, voilà. Il faut que nous, on en fasse au moins la demande. Si on ne fait pas la demande... on ne pourra pas faire valoir que... Oui, bien sûr, oui, tu peux le faire par écrit. Vous pouvez faire par écrit la demande. Ça mange pas de pain. Hein. Ça sera une pièce au dossier. Hein. Ça mange pas de pain. Hein. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on fait... Quelque part, ça leur fera voir aussi qu'on leur met la pression aussi. Oui, mais dans les réunions de DP, on pose la question à chaque fois. Quel est les modalités du temps de travail qui sont appliquées aux nouveaux arrivants? Alors la dernière fois, le gros cola, il m'a dit, mais vous m'avez pas mis la date, depuis quand vous voulez avoir ça? Alors je vais lui reposer la question, depuis le 1er janvier 2012, quelles sont les modalités qui sont appliquées au temps de travail? Mais la dernière fois, on a discuté 1 heure, il a commencé à s'énerver un peu au bout de 2 heures, gros colac. Elle a duré longtemps, la réunion de DP, la dernière fois, parce qu'il ne voulait pas nous répondre. Bah, évidemment. Alors que... j'ai eu une réunion avec Véronique Blain, la RH de la DPM, qui nous avait donné la liste des embauches. C'est là où j'avais vu qu'il y en avait qui étaient embauchés au 31 décembre. Et j'ai posé la question, quel est le temps de travail qui est appliqué à tous les embauchés? Elle m'a dit, tous les embauchés cadres, c'est 23 jours de RTT sur l'année. Donc ils appliquent, et ça 23 jours, on a demandé à Gaudubois l'autre jour au CE, c'est même pas dans l'accord de 99. Dans l'accord de 99, il nous a dit, s'il y avait marqué pour le temps de travail qu'on pouvait faire une alternance de semaine à 4 jours et une semaine de 5 jours. Si on enlève les 6 semaines de congé, il reste 46 semaines, ce qui fait 23 jours de RTT. Mais ça a été pondu après, quoi. C'est même pas dans l'accord. Donc en fait, ils font du n'importe quoi. Parce qu'en fait, ce que nous a dit Blain, c'est pas ce que nous a dit Gros Cola après. Gros Cola, qui est en réunion de DP, normalement, il doit écrire les réponses. Et bien là, il ne nous l'a pas écrit, que c'était 23 jours pour les cadres et 35, 5 x 7 pour les agents de maîtrise. Donc en fait, ils sont très, très embêtés. Hein. C'est pas très pro tout ça. Ah non, pour une direction de 4500 personnes, c'est un peu léger, oui, c'est clair. C'est vrai que c'est pas très pro, mais c'est lié au contexte de départ. Quoi. Dans la ouais, mesure où ils n'ont pas voulu charger la barque, ils n'ont pas chargé. Et ils le reconnaissent aujourd'hui, voilà, qu'ils avaient le projet restructuration, parce qu'il faut voir qu'à la compta, il y a quand même eu, les gains de productivité ont été énormes. Ils sont 500 de moins que ce qu'ils étaient au départ de la création de les RH avec les grands comptes et tout, la gestion des RH, c'est pareil, quoi.
Moi, je pense qu'ils vont laisser comme ça, ils vont mettre le paquet sur la filialisation. Alors, je voulais vous parler maintenant de la suite. Hein. J'ai 3 sujets que je veux aborder avec vous rapidement, mais enfin qui sont vraiment importants. Ce sont 3 sujets de préoccupation sociale sur lesquels la Fédération FO, on est plus que sensible, et puis on est en pointe, en tout cas sur, oui, on est en pointe sur au moins 2 d'entre eux. Le premier sujet, c'est les filialisations, effectivement. Alors, qu'on se comprenne bien, quand on a filialisé RTE, GRT Gaz, Storengy, LNG, GDF, Suez Exploration Production, et puis ERDF, GRDF, donc ça, tout cela, le statut a été conservé, puisque le statut dit qu'il s'applique aux gens qui font la production, de la distribution et du transport d'électricité et de gaz. Donc quand on filialise une activité qui fait la production, la distribution et le transport, on conserve le statut. Ils perdent des accords collectifs qui doivent être négociés, par exemple accord d'intéressement, de machin, de trucs, de temps de travail, tout ça doit être négocié. Mais pas le statut lui-même et les perces qui vont avec. C'est-à-dire il y a quand même 700 perces, il y en a 980 perces, mais il y a 700 qui sont applicables. Donc les 700 perces applicables, tout ça, c'est transféré de fait. Voilà. Il n'y a même pas besoin de négocier quoi que ce soit. Quand on crée une filiale qui n'est pas dans ce champ-là, eh ben, c'est le cas de GDF Suez, qui a voulu créer une filiale d'informatique, 500 personnes, et elle a voulu créer la filiale, et elle a dit, l'informatique, c'est un service autonome, je crée une filiale, je transfère. Le Code du travail dit, L1224-1, que quand c'est une activité autonome et que je transfère, les gens suivent. Et comme c'est une filiale qui n'est pas au statut, parce que ce n'est pas une activité statutaire, je lui applique la convention Syntec des bureaux d'études, avec un petit peu d'amélioration qu'on va proposer aux syndicats de négocier. Les syndicats, les 4 représentatifs à GDF Suez, ont refusé ça. Le problème, c'est que les informaticiens de GDF Suez, ils ont plus de mal à les mobiliser que les informaticiens ici. Est-ce que vous êtes bien, mais ceux à GDF Suez, c'est la CGC qui est majoritaire, donc... Il y avait du monde au tribunal quand même. Oui, au tribunal, oui, enfin, et même s'ils sont 10, ils sont 500. Hein. Donc... non, j'étais une centaine. Ah bon, quand même. Ouais, si, bon, la salle était pleine. Bon, très bien. Bon, c'est une bonne nouvelle. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas une mobilisation possible sur le sujet. Donc, quand il n'y a pas de mobilisation, voilà. C'est-à-dire, voilà, de grève. C'est-à-dire que, si vous voulez, les règles juridiques, elles sont qu'un moyen, un appui. Hein. Bon, là, vous faites truc, mais comme tu l'as dit, faire une assemblée générale pour informer les gens. J'ai toujours été réticent et même pas d'accord pour qu'ils fassent ce recours. Ce qui fait que, parce que je craignais qu'on se retrouve avec une décision de justice. Je craignais qu'on se retrouve avec une décision de justice dangereuse. Et donc, ce qui fait que c'est la fédération CGT qui y allait, la fédération CFDT, la fédération CFE-CGC et le syndicat des centraux FO. Parce que moi, en tant que fédération, je n'ai pas voulu y aller. Bon. Et malheureusement, j'ai eu raison, parce qu'on se retrouve avec une décision de justice qui dit les gens de l'informatique, ils avaient le statut au sein de GDF Suez que parce que GDF Suez faisait une activité de production, transport, distribution. Dès lors qu'ils sont filialisés, ils n'ont plus le statut. Et le dit noir sur blanc. Et moi, plaider là-dessus, vu que le statut, il est rédigé comme il était, j'ai toujours pensé que c'était pour le moins dangereux. Bon. Donc on se retrouve avec une décision de justice qui dit, voilà, informatique, mais c'est valable pour la comptabilité, c'est valable pour les RH, c'est valable pour toutes les activités tertiaires. Bon. Et moi, j'aurais jamais plaidé sur ce terrain-là, parce qu'il faut dans ce cas-là trouver un rapport de force, essayer de trouver les moyens d'estraler, politique, machin, j'en sais rien, mais foutre un peu de pagaille dans le système, mais pas aller en justice sur un terrain aussi dangereux. Bon. Résultat des courses. Donc, les gens ont été effondrés, évidemment, quand ils ont vu que non seulement ils étaient transférés dans les filiales, mais qu'en plus, il n'y avait plus le statut. Alors, émotion quand même, là pour le coup, et donc tous les syndicats, on a discuté avec la direction pour... Alors c'est en cours, mais en principe ça devrait se terminer comme ça.
Il y a un CCE qui va bientôt avoir lieu. Ce que l'ensemble des syndicats représentatifs... Moi, je te dérangeais, c'était juste pour savoir à quelle heure la réunion se terminait, parce que j'ai une réorganisation à faire par rapport à l'extérieur. Mais vous comptez 13h. Hein. À 13h Je ne sais pas, c'est pas c'est prise à midi. C'est pas ce qu'a demandé C'est-à-dire un arrêt de la procédure. C'est-à-dire que GDF Suez, en principe, s'interdirait d'utiliser cette jurisprudence pour filialiser d'autres parties de GDF Suez. Voilà. Et que les agents, parce que notre souci, c'est, on commence par ça, puis demain, notre souci, c'est d'abord les gens en place, et puis aussi la suite. Parce qu'à ce moment-là, moi, je casse tout, et puis au fil d'un morceau, j'ai plus rien. Donc, on essaye d'obtenir des garanties sur... C'est un cas spécifique, ça ne va pas se renouveler, parce que de toute façon, ils ont créé la filiale. Et que le juge leur a dit, vous avez raison de la créer. Donc, voilà, elle est créée. Bon. Et puis le juge a dit, les gens, ils sont bien transférés. Bon. Donc, on a la filiale qui est créée avec les gens transférés. Et de toute façon, ils ne reviendront pas là-dessus, parce qu'en plus, ils ont cette décision. Tu peux parler plus fort? Ouais. Ce qu'on essaye de négocier, ce qui est plutôt bien parti, c'est de dire, tous les agents qui sont transférés, qui conservent leur statut, sans limite de durée. C'est-à-dire, agents mis à disposition d'organismes extérieurs, ce que parlait Christian, c'est-à-dire amadoués. Hein. C'est-à-dire, ils sont mis à disposition, avec un débat pour savoir s'ils ont le choix d'y aller ou pas y aller, mais enfin, bon, comme c'est des métiers très spécifiques, le choix, il n'est pas forcément très évident à gérer. Donc, ce qu'on a essayé de protéger, c'est qu'ils basculent avec leur statut. Et ce qu'on a essayé de protéger ensuite, c'est de dire les nouveaux embauchés qui, eux, pour le coup, avec la décision de justice, à quoi qu'il arrive, on ne peut pas, parce qu'ils ont créé la filiale, il aurait fallu procéder autrement. Eh bien, on va essayer d'améliorer le maximum la convention Syntec pour qu'ils aient le plus d'avantages possible, le plus proche possible du statut. Voilà. Sachant que de toute façon, il y aura quand même des choses qu'ils n'auront pas. Par exemple, il n'y aura pas les activités sociales, il n'y aura pas le régime de retraite, il n'y aura pas un certain nombre de choses. Le tarif agent. Mais le transfert, c'est de force ou... De droit. De droit. C'est le droit, ouais. Le transfert, c'est de droit. C'est-à-dire, le Code du travail te dit que lorsqu'une... Alors, là, c'est fini. Le Code du travail te dit, c'est l'article... Avant, il s'appelait L122.12, maintenant, il s'appelle 1224-1. Les gens ont dit midi-minuit, c'est facile à se rappeler, midi-minuit-1. Et quand vous avez... voilà, quand vous avez ce que dit le Code, c'est que lorsqu'il y a une restructuration d'une entreprise, par fusion, cession ou scission, là, c'est une scission. L'entreprise se coupe en morceaux. Eh bien, comment dirais-je, les accords collectifs, lorsqu'il y a des accords collectifs, sont mis en cause, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus au bout d'un délai de 15 mois. Et le statut, c'est pire, parce que le statut, lui, s'applique parce que la loi a dit qu'il s'appliquait à ces gens-là. Donc le statut, il ne s'applique plus du jour où il est transféré. Il n'y a même pas les 15 mois. Donc, nous, ce qu'on a obtenu, ce qu'on est en train d'essayer d'obtenir, mais a priori ça se présente quand même bien, c'est de dire à GDF Suez, écoutez, bon, on peut aller en appel, soit dit en passant, s'il va en appel, et qu'on se retrouve avec une décision de cour d'appel confirmative, ce qui est probable, c'est encore pire qu'un premier tribunal de grande instance de Nanterre. Donc, moi, je ne suis pas favorable à aller en appel. Mais si on va en appel, on a fait comme si on allait en appel, et notre objectif, c'est de signer une transaction pour dire on met fin au conflit juridique et GDF Suez s'engage, c'est ça l'objectif en tout cas, à ne pas refaire ça pour les RH, les machins, et deux, que tous les personnels transférés de droit aient le statut, sans limite de durée, et que les futurs embauchés, il y ait une négociation pour leur monter le niveau au maximum possible. Sachant que là-dessus, effectivement, voilà, c'est le point faible. Mais on a eu le même point faible à EDF sur la direction immobilière. Hein. On a transféré, il y a eu, quand on a sur les filiales immobilières, on a sauvé tous les gens en place. Et voilà. Donc voilà la situation qu'on est en train d'essayer de négocier, sachant que, comme on a perdu le procès, parce que des gens ont voulu faire un procès absolument sur un sujet qui était délicat, qui était dangereux,
je trouve que si on arrive à ça, on sauve tous les gens en place, on essaye d'améliorer la situation et a priori, on a des engagements pour éviter que ça recommence ailleurs. Bon, si c'est ça, si on s'en tire comme ça, c'est le mieux qu'on puisse obtenir, vu la baffe qu'on a prise, hein, collectivement, parce que la baffe, on l'a prise. Hein. Bon. Et donc, avec un engagement de ne pas utiliser ce jugement. Ça vaut ce que ça vaut, ces engagements, quoi qu'il arrive, on est bien d'accord. Mais il vaut mieux ça que... Alors, il faut être clair, hein, Mestralet, comme vous le savez, c'est un homme de gauche. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas réduit son salaire, contrairement à Proguillot, à qui on l'a imposé de réduire son salaire, mais l'autre, il n'a pas réduit son salaire. Le salaire de Mestralet, c'est l'équivalent du budget de la CNCS des Hauts-de-Seine. Voilà. Tout ce qu'on a pour les activités sociales dans les Hauts-de-Seine, c'est le salaire de Mestralet. Donc Mestralet, Vous savez que Gérard Mestralet, c'est ce qu'il est, hein, mais que c'était l'ancien directeur de cabinet de Jacques Delors, donc c'était un type de gauche. Voilà. Comme Delors. Donc, comme c'est un type de gauche, je pense que, avec les guillemets d'usage, hein, bien sûr, je pense qu'il se dit, et je pense que c'est plutôt ça qui a fait bouger la direction de GDF Suez, que, bon, bien sûr, on n'avait pas le rapport de force, parce que pour le moment, on ne réussissait pas à l'établir. Bien sûr, on avait perdu sur le terrain juridique, mais on pouvait quand même le faire chier sur le terrain politique, sur le thème de machin, et qu'à mon avis, il s'est dit, c'est pas la peine de montrer le truc, si je peux négocier quelque chose qui est une porte de sortie, voilà. À mon avis, c'est plutôt comme ça qu'il a réagi, parce que, en principe, quand vous gagnez un procès comme ça, la négociation, elle est difficile. Bon. Est-ce qu'il n'y avait pas un souci avec les retraites, là, puisque les gens passaient de la CNIEG à la Convention Syntec, ça ne posait pas un problème? Non. On ne cotise pas, nous, au régime général? Non. Non, mais ça veut dire que le mec, du jour au lendemain, il cotisait plus à la CNIEG, puis il cotisait au régime général après. Ça aurait été vraiment la merde pour sa retraite, parce que là, il aura... Oui, ça, c'est pas le problème de la direction. Ouais. Non, mais... il y a beaucoup de salariés qui ont cotisé à plusieurs régimes. Oui, il y a beaucoup de polypensionnés. Hein. Des polypensionnés, c'est un vrai problème. Hein. Ça, il y a beaucoup de collègues, surtout que maintenant, comme vous savez, pour avoir droit à la retraite, il suffit d'une année de cotisation, IEG, depuis la réforme 2008. Donc il y a beaucoup de polypensionnés. Puis il y a des règles. Moi, j'ai interrogé, par exemple, la CNIEG, et j'ai toujours pas de réponse satisfaisante sur, par exemple, pour les femmes qui ont des enfants. Il y a 2 ans dans le régime général, il y a 1 an dans le régime EDF. Comment on fait l'articulation, à partir de quel moment ça bascule, comment on calcule les trucs, et je peux vous dire que j'attends toujours la réponse pour le moment. Hein. Donc je peux t'assurer que sur les polypensionnés, c'est un vrai problème. En tout cas, juste rapidement, sur l'informatique, voilà où on en est. Je vous ai donné l'état des lieux. Est-ce qu'il n'y a pas de retour arrière possible après? Pardon. Est-ce qu'il ne peut pas revenir en arrière? Là, on les a fait... on a obtenu, à mon avis, tout ce qu'on peut obtenir vu le jugement. Hein. Parce que le jugement, je ne l'ai pas pris avec moi, parce que je l'ai pas, moi. Ouais, je l'aurais lu, il est quand même très très raide. Hein. Il applique application de l'article 1224-1, voilà. Transfert global d'activité, on transfère les salariés. Du jour au lendemain. Mais ça, c'est le code du travail. C'est le code du travail. Bon, ceci étant, moi j'étais à la plaidoirie de l'avocat, il disait quand même que la filiale, elle va travailler 80% pour les tarifs du gaz, et il y a quand même que 20% d'activité qui est hors... Oui, mais le juge a dit c'est pas important. Ouais. C'est ça le problème. Oui, je suis d'accord. Alors, oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, donc ce jugement risque de servir de référence. Ah, surtout pas, non. Non, mais... c'est-à-dire que... Il vaudrait mieux pas, non. Non, mais la question est légitime. Alors, je vais te dire, en principe, non, mais ça, c'est une réponse juridique. Politiquement, tu as un peu raison. Mais juridiquement, on a fait appel. Donc, et si on signe un truc, parce que si au bout du bout, on arrive à trouver les équilibres dont je suis en train de vous parler, on signe une transaction, c'est-à-dire on renonce à l'appel, et GDF renonce à refaire le coup, sécurise les agents, et ainsi de suite. Donc dans ce cas-là, juridiquement, c'est comme si GDF Suez, c'est comme si le procès n'avait pas eu lieu, parce qu'on a fait appel et qu'on signe une transaction. On efface tout, voilà. Ceci dit, le jugement, il a existé. Voilà. Ça, c'est une astuce qu'on a fait avec l'avocat pour dire que si on arrive au bout du bout, ça ne peut pas créer, effectivement, au sens juridique du terme. Au sens politique, on a quand même le papier.
Et le papier, il n'est pas bon. Voilà. Le papier, il n'est pas bon. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc je vous le dis. Ça veut dire que c'est pour ça que nous sommes, la Fédération FO, elle est évidemment étroitement en relation avec le syndicat pour contester, y compris, même si ça passe pour information, la création d'une filiale informatique à EDF. Parce que même si c'est pour 2 personnes, je n'y crois pas un seul instant. Bon. Et si demain, on prend des blocs, puis on dit ceux-là sont transférés, ben on se retrouvera dans la même situation que GDF Suez. Voilà. Et la difficulté, pourquoi Macaron, il a essayé d'être malin aussi, évidemment. Donc, il a vu comment c'est passé sur GDF Suez les problèmes. Donc, il essaye de créer la coquille. Il est obligé de passer au CCE. Et puis après, même si c'est dans 2 ans, il dira, moi j'ai créé la coquille. Voilà. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on crée la coquille. Elle n'est pas créée, la coquille? Non. Pas encore. Non. Non, la coquille n'est pas créée. C'est la Mac. Voilà. Non, mais Pourquoi elle n'est pas créée? Ah ben parce qu'il faut l'avis du CCE. Là, ça passe pour information, je dis. Là, l'information, c'est pas un Et avis. Hein. Après, ça doit passer Et puis pour parce avis. qu'on a fait pression de tous les côtés. Et parce que ma conviction, c'est que je l'ai dit à des gens d'EDF, c'est que l'histoire, ils sont en train de dire qu'il faut filialiser pour pouvoir travailler avec la distribution. Moi, je ne sais pas s'il faudra peut-être que vous le documentiez auprès d'un cabinet d'avocats. Moi, ma conviction, c'est que c'est du pipeau. Parce qu'en plus, comme de toute façon les directives européennes, elles poussent à la séparation de la distribution, c'est-à-dire on va dire en substance, on va créer une filiale pour permettre à EDF de continuer à faire des trucs informatiques pour la distribution d'EDF, alors qu'il y a des projets en cours en permanence pour séparer la distribution du reste d'EDF. Autrement dit, on a quand même créé la filiale. Et puis, vous n'avez pas l'assurance, quoi qu'on en dise, parce que la distribution, c'est une activité régulée, et puis parce qu'il y aura toujours des problèmes comme ça. D'ailleurs, sur RTE, ils font ce qu'ils veulent maintenant, RTE. Bon. Alors, c'est vrai que l'idée de dire, on veut une EDF forte, et on essaie de travailler avec la distribution, j'ai forcément rien contre. Bon. Mais si c'est pour créer cette filiale, et si aujourd'hui je n'ai absolument aucune garantie, et je n'ai aucune garantie, que dans 2 ans ou 3 ans, la distribution, bah, finalement, elle ne reprendra pas ses billes parce qu'on dira, bah voilà, vous n'avez pas le droit, c'est EDF et on ne peut pas mélanger EDF et ERDF, et ben on aura quand même créé la filiale, les informaticiens sont sortis, et là, ce coup-ci, voilà, il y a la partie qui retournera à la distribution,